Sur fond de milliers de milliards injectés dans l'économie mondiale, des mots d'un autre temps font leur grand retour sur le devant de la scène politique. Plan, relance, etc. Ceci rappelle cette évidence formulée par le prix Nobel d'économie Herbert Simon. Nous ne vivons pas et nous n'avons jamais vécu dans une économie naturelle de marché, où la concurrence serait pure et parfaite, mais bien toujours dans une économie d'organisation, où les maîtres mots sont donc concurrence imparfaite, innovation et oligopole. Dans les années 60, donc avant les années Reagan-Thatcher et la prise de pouvoir par l'idéologie de l'école de Chicago et son libre marché, partout et toujours, ceci on le savait. Et c'est pour cela qu'on a inventé la stratégie d'entreprise, cet art de l'allocation centralisée des ressources en vue d'assurer une rencontre profitable entre les capacités d'une organisation, qui se concrétisent dans ses produits et services, et les exigences de son environnement, qui se matérialiseront notamment par le fait de les acheter ou non. Toute la recherche en stratégie et les outils conçus depuis n'ont eu de cesse de travailler cette définition avec plus ou moins de pertinence. Que l'on pense aux fameuses matrices qui croisent toujours d'une façon ou d'une autre l'interne, l'organisation et ses capacités, et l'externe, l'environnement et ses exigences. Alors, puisque nous reviennent des mots d'un autre temps, replongeons dans deux outils classiques pour juger de la pertinence des réflexions stratégiques actuelles, tant au niveau des dirigeants d'entreprise que des États. Premier outil, le modèle SWOT. Une dimension interne appréhendée par les fameuses forces et faiblesses. Un environnement externe vu comme porteur d'opportunités et menaces. On reste ici sidéré par la difficulté des politiques à produire un diagnostic un tant soit peu crédible, par-delà le nécessaire appel à la relocalisation pour pallier la faiblesse de notre appareil productif ou l'investissement nécessaire dans la transition écologique pour faire de la menace du réchauffement climatique une opportunité pour de nouveaux business. Le propos est en effet général, hors sol, au mieux il verse dans l'analyse, en aucun cas ne se risque à un diagnostic de type SWOT. Or, la stratégie, c'est d'abord l'art d'allouer des ressources, et donc de choisir, et donc de renoncer. C'est ici qu'un autre cadre venu des années 60, la matrice d'Ansoff, peut nous aider. Quelle force amène à considérer qu'une stratégie de pénétration accrue du marché pourrait être viable ? Quelles opportunités paraissent suffisamment crédibles pour justifier de viser au-delà des marchés déjà desservis ? Quelles faiblesses ou menaces justifient de prendre le risque du pas de côté vers la diversification ? On le voit, mélanger SWOT et Ansoff, c'est beaucoup plus intéressant que les mobiliser isolément. Un exemple permet de mesurer ce qu'apporte le croisement de ces deux outils élémentaires, SWOT et Ansoff, de stratégie. En novembre 2006, Microsoft lance son lecteur MP3, le Zune, à grand renfort de communication et de marketing. L'entreprise n'en fait pas mystère, elle vient rivaliser avec Apple sur le marché par lequel l'entreprise a littéralement ressuscité, celui des MP3, grâce au succès de l'iPod. Au moment où le Zune est lancé, l'iPod pèse en effet 62% de part du dit marché, soit une part de marché relative de 1,71 pour reprendre un concept cher à la matrice BCG. Tout le monde, Microsoft y compris, s'attend à ce qu'Apple défende bec et ongle son produit vedette. Et la surprise, Steve Jobs, lors d'une conférence de presse un mois après le lancement du Zune de Microsoft, annonce que depuis 2 ans et demi, chez Apple, on a travaillé sur un projet de diversification stratégique majeur, vers la téléphonie mobile. Et voilà donc l'iPhone. Design incomparable et breveté, facilité d'utilisation, système d'exploitation iOS, bibliothèque musicale iTunes intégrée. Inutile donc désormais d'acquérir un MP3. Résultat, en 2011, alors que l'iPhone est un succès stratégique planétaire, Microsoft arrête définitivement la production du Zune. 2 morales à cette histoire. 1. Plus le succès est visible et tonitruant, comme cela a été le cas avec l'iPod, plus cela suscite les convoitises et donc attise tôt ou tard la rivalité. On le sait, tout océan bleu finit par devenir rouge. Choisir, c'est donc aussi décider où on va prendre le risque de décroître pour mieux renaître ailleurs, en se diversifiant face à la menace d'une concurrence future. C'est ce qu'a fait Apple en anticipant très tôt la rivalité future, mais aussi en prenant le risque de la cannibalisation du segment des MP3 par celui des smartphones. Instrument indispensable désormais pour permettre aux clients de surfer la vague de l'Internet mobile. Deuxième morale. En Europe et singulièrement en France, l'obsession est de taxer
les GAFA. Il est vrai que taxer est toujours plus facile que créer. Et puis cela présente un autre avantage. Ça évite de rendre des comptes sur le fait qu'en France, en Europe, on aura si lamentablement échoué à prendre tous les virages stratégiques si bien pris par d'autres. C'est aussi un des enseignements de ces vieux classiques.